Un hivernage dans les glaces, chapitre 5, l'île Liverpool. Le brick voguait alors dans une mer presque entièrement libre. À l'horizon seulement, une lueur blanchâtre, sans mouvement cette fois, indiquait la présence de plaines immobiles. Jean Cornbutte se dirigeait toujours sur le cap Brewster et s'approchait déjà des régions où la température est excessivement froide, car les rayons du soleil n'y arrivent que très affaiblis par leur obliquité. Le 3 août, le brick se retrouva en présence de glaces immobiles et unies entre elles. Les passes n'avaient souvent qu'une encablure de largeur, et la jeune Hardy était forcée de faire 1000 détours, qui la présentaient parfois debout au vent. Penellan s'occupait avec un soin paternel de Marie, et, malgré le froid, il l'obligeait à venir tous les jours passer 2 ou 3 heures sur le pont, car l'exercice devenait une des conditions indispensables de la santé. Le courage de Marie d'ailleurs ne faiblissait pas. Elle réconfortait même les matelots du brick par ses paroles, et tous éprouvaient pour elle une véritable adoration. André Vasling se montrait plus empressé que jamais, et il recherchait toutes les occasions de s'entretenir avec elle. Mais la jeune fille, par une sorte de pressentiment, n'accueillait ses services qu'avec une certaine froideur. On comprend aisément que l'avenir, bien plus que le présent, était l'objet des conversations d'André Vasling, et qu'il ne cachait pas le peu de probabilité qu'offrait le sauvetage des naufragés. Dans sa pensée, leur perte était maintenant un fait accompli, et la jeune fille devait dès lors remettre entre les mains de quelque autre le soin de son existence. Cependant, Marie n'avait pas encore compris les projets d'André Vasling, car, au grand ennui de ce dernier, ces conversations ne pouvaient se prolonger. Penellan trouvait toujours moyen d'intervenir et de détruire l'effet des propos d'André Vasling par les paroles d'espoir qu'il faisait entendre. Marie, d'ailleurs, ne demeurait pas inoccupée. D'après les conseils du timonier, elle prépara ses habits d'hiver et il fallut qu'elle changeât tout à fait son accoutrement. La coupe de ses vêtements de femme ne convenait pas sous ces latitudes froides. Elle se fit donc une espèce de pantalon fourré dont les pieds étaient garnis de peau de phoque, et ses jupons étroits ne l'y vinrent plus qu'à mi-jambe, afin de ne pas être en contact avec ces couches de neige dont l'hiver allait couvrir les plaines de glace. Une mante en fourrure étroitement fermée à la taille et garnie d'un capuchon lui protégea le haut du corps. Dans l'intervalle de leurs travaux, les hommes de l'équipage se confectionnèrent aussi des vêtements capables de les abriter du froid. Ils firent en grande quantité de hautes bottes en peau de phoque qui devaient leur permettre de traverser impunément les neiges pendant leur voyage d'exploration. Ils travaillèrent ainsi tout le temps que dura cette navigation dans les passes. André Vasling, très adroit tireur, abattit plusieurs fois des oiseaux aquatiques dont les bandes innombrables voltigeaient autour du navire. Une espèce d'airduc et des ptarmigans fournirent à l'équipage une chair excellente qui le reposa des viandes salées. Enfin le brick, après 1000 détours, arriva en vue du cap Brewster. Une chaloupe fut mise à la mer. Jean Cornbutte et Penellan gagnèrent la côte qui était absolument déserte. Aussitôt, le brick se dirigea sur l'île Liverpool, découverte en 1821 par le capitaine Scoresby, et l'équipage poussa des acclamations en voyant les naturels accourir sur la plage. Les communications s'établirent aussitôt grâce à quelques mots de leur langue que possédait Penellan et à quelques phrases usuelles qu'eux-mêmes avaient apprises des baleiniers qui fréquentaient ces parages. Ces Groenlandais étaient petits et trapus. Leur taille ne dépassait pas 4 pieds 10 pouces. Ils avaient le teint rougeâtre, la face ronde et le front bas. Leurs cheveux plats et noirs retombaient sur leur dos. Leurs dents étaient gâtées et ils paraissaient affectés de cette sorte de lèpre particulière aux tribus ichthyophages. En échange de morceaux de fer et de cuivre, dont ils sont extrêmement avides, ces pauvres gens apportaient des fourrures d'ours, des peaux de veaux marins, de chiens marins, de loups de mer et de tous ces animaux généralement compris sous le nom de phoques. Jean Cornbutte obtint à très bas prix ces objets qui allaient devenir pour lui d'une si grande utilité.
Le capitaine fit alors comprendre aux naturels qu'il était à la recherche d'un navire naufragé, et il leur demanda s'ils n'en avaient pas quelques nouvelles. L'un d'eux traça immédiatement sur la neige une sorte de navire et indiqua qu'un bâtiment de cette espèce avait été, il y a 3 mois, emporté dans la direction du nord. Il indiqua aussi que le dégel et la rupture des champs de glace les avaient empêchés d'aller à sa découverte, et, en effet, leur pirogue fort légère qu'ils manœuvrent à la pagaie ne pouvait tenir à la mer dans ces conditions. Ces nouvelles, quoique imparfaites, ramenèrent l'espérance dans le cœur des matelots, et Jean Cornbutte n'eut pas de peine à les entraîner plus avant dans la mer polaire. Avant de quitter Liverpool, le capitaine fit templette d'un attelage de 6 chiens esquimaux qui se furent bientôt acclimatés à bord. Le navire leva l'ancre le 10 août au matin et, par une forte brise, il s'enfonça dans les passes du nord. On était alors parvenu au plus long jour de l'année, c'est-à-dire que, sous ces latitudes élevées, le soleil qui ne se couchait pas atteignait le plus haut point des spirales qu'il décrivait au-dessus de l'horizon. Cette absence totale de nuit n'était pourtant pas très sensible, car la brume, la pluie et la neige entouraient parfois le navire de véritables ténèbres. Jean Cornbutte, décidé à aller aussi avant que possible, commença à prendre ses mesures d'hygiène. L'entrepont fut parfaitement clos, et chaque matin seulement on prit soin d'en renouveler l'air par des courants. Les poêles furent installés et les tuyaux disposés de façon à donner le plus de chaleur possible. On recommanda aux hommes de l'équipage de ne porter qu'une chemise de laine par-dessus leur chemise de coton et de fermer hermétiquement leur casaque de peau. Du reste, les feux ne furent pas encore allumés, car il importait de réserver les provisions de bois et de charbon de terre pour les grands froids. Les boissons chaudes, telles que le café et le thé, furent distribuées régulièrement aux matelots matin et soir, et, comme il était utile de se nourrir de viande, on fit la chasse aux canards et aux sarcelles qui abondent dans ces parages. Jean Cornbutte installa aussi, au sommet du grand mât, un nid de corneille, sorte de tonneau défoncé par un bout, dans lequel se tint constamment une vigie pour observer les plaines de glace. 2 jours après que le brick eut perdu de vue l'île Liverpool, la température se refroidit subitement sous l'influence d'un vent sec. Quelques indices de l'hiver furent aperçus. La jeune Hardy n'avait pas un moment à perdre, car bientôt la route devait lui être absolument fermée. Elle s'avança donc à travers les passes que laissaient entre elles des plaines ayant jusqu'à 30 pieds d'épaisseur. Le 3 septembre au matin, la jeune Hardy parvint à la hauteur de la baie de Gaël Amkes. La terre se trouvait alors à 30 milles sous le vent. Ce fut la première fois que le brick s'arrêta devant un banc de glace qui ne lui offrait aucun passage et qui mesurait au moins 1 mille de largeur. Il fallut donc employer les scies pour couper la glace. Penellan, Opic, Gradelin et Turquiette furent préposés à la manœuvre de ces scies qu'on avait installées en dehors du navire. Le tracé des coupures fut fait de telle sorte que le courant put emporter les glaçons détachés du banc. Tout l'équipage réuni mit près de 20 heures à ce travail. Les hommes éprouvaient une peine extrême à se maintenir sur la glace. Souvent, ils étaient forcés de se mettre dans l'eau jusqu'à mi-corps, et leurs vêtements de peau de phoque ne les préservaient que très imparfaitement de l'humidité. D'ailleurs, sous ces latitudes élevées, tout travail excessif est bientôt suivi d'une fatigue absolue, car la respiration manque promptement, et le plus robuste est forcé de s'arrêter souvent. Enfin, la navigation redevint libre, et le brick fut remorqué au-delà du banc qui l'avait si longtemps retenu. Fin de la lecture du chapitre 5 d'un hivernage dans les glaces.